Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on vous parle de la méningite à méningocoque, puisqu'une femme de 58 ans en est malheureusement décédée. Oui, c'est une infection très grave, très inquiétante aussi. Alors, on va voir quels symptômes doivent nous alerter. Et puis surtout, on va rappeler l'importance de la vaccination et à qui elle s'adresse. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rime, bonjour. Vous avez passé un bon week-end? Très très bon avec ce beau soleil, moi. C'est vrai qu'il faisait plutôt beau. En tout cas, en Ile-de-France. Je crois que dans le sud, il y a eu un peu de pluie. Mais... Ah bon? Moi, je veux pas la météo. Chacun son métier. En tout cas, vous allez répondre à la question de Sylvie à propos des bains de bouche et vous en avez amené un certain nombre. Un certain nombre parce qu'en fait, on en trouve beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Il y en a certains qu'on peut utiliser tous les jours, mais d'autres, ça peut avoir quelques conséquences sur nos dents. Donc, on va prendre soin de sa bouche. On va prendre soin de sa bouche, effectivement. Une nouvelle chronique, celle de Violette Vianney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des personnes de petite taille et vous allez nous parler d'inégalités qui concernent certains patients et certaines patientes. Tout à fait. On va parler du patient idéal, ce patient qui ne répond pas à la norme en santé. Sylvie Chocron, bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous allez nous tirer les oreilles. Oui, je vais vous expliquer pourquoi il ne vaudrait mieux pas inviter son téléphone à table. D'accord. C'est important de contrôler ce qu'on mange, Je sais. mais c'est important Regardez, Jimmy, aussi elle de sent contrôler comment on mange. Oui, d'abord vous me pointez du doigt et après vous me tirez les oreilles. Exactement. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans le Tarn, à Castres, à la découverte d'une initiative originale permettant à des personnes âgées vivant en milieu rural de rester chez elles le plus longtemps possible. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des allergies saisonnières. Comment expliquer que les allergies soient de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères? Que faire quand les anti-allergiques ne fonctionnent pas? Et tiens, est-il encore temps de se faire désensibiliser? Les réponses avec une médecin allergologue. Je vous rappelle que nous sommes en direct, on attend toutes vos questions, par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. On débute le journal par ce cas mortel de méningite chez une femme de 58 ans. Oui, cette femme est décédée jeudi à l'hôpital de Cherbourg dans la Manche. Elle était salariée d'une entreprise où 50 cas contacts potentiels ont été identifiés. Ça, c'est pour la France, mais un pays voisin, le Royaume-Uni, fait aussi face à une épidémie de méningite. Dans le sud-est de l'Angleterre, une trentaine de cas ont été identifiés et 2 personnes sont mortes. Je précise qu'il n'y a aucun lien établi à ce stade entre les 2 foyers. Et pour en parler, nous recevons le professeur Anne-Claude Crémieux, médecin infectiologue et présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Bonjour professeur. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a parlé de l'épidémie qui touche les jeunes, notamment en Angleterre. Là, on a un cas chez une femme de 58 ans. C'est pas le profil le plus fréquent. Normalement, la méningite, c'est plutôt des jeunes et des enfants. Oui, la méningite touche essentiellement 2 populations, les jeunes nourrissons de moins de 5 ans et particulièrement de moins de 1 an, et les jeunes adultes de 15 à 24 ans. Et on ne sait pas pourquoi, après 24-25 ans, on a un peu moins de méningite d'un point de vue statistique. Qu'est-ce qui se passe? Si on le sait, en fait, les adultes jeunes sont touchés essentiellement en raison de leur vie sociale et du fait qu'ils portent dans leur gorge, environ 10% des cas, le méningocoque. Alors, le méningocoque, il est le plus souvent complètement inoffensif, on peut le porter, mais dans certains cas, ça peut donner, donc ça peut passer dans le sang et entraîner une méningite. Donc c'est les interactions sociales des adolescents, des adultes jeunes qui favorisent les méningites. Et justement, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut passer d'une bactérie qui est dans la gorge à une méningite et que se passe-t-il dans le cerveau. Alors professeur, vous l'avez dit, on a une bactérie qu'on appelle le méningocoque, dont on peut être porteur et qui se trouve en quelque sorte dans l'arrière-gorge, un peu endormie. Et pour une raison qu'on ne sait pas exactement, cette bactérie va passer de l'arrière-gorge au sang et franchir la barrière dans le cerveau, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et donner une méningite. La méningite, c'est l'infection des méninges. Les méninges, c'est l'enveloppe qui entoure le cerveau et la moelle. Et ces méninges ont une particularité, c'est qu'elles sont très innervées. Vous avez de nombreux nerfs qui vont être irrités et donner les maux de tête absolument insupportables
qu'on a en cas de méningite. En France, je le disais tout à l'heure, 50 cas contacts potentiels ont été identifiés. Vous nous avez dit qu'elle se transmettait, cette maladie, notamment par contact rapproché. Quels sont les symptômes qu'on peut observer ? Alors, les symptômes de la méningite, c'est essentiellement avoir mal à la tête, c'est un mal de tête assez violent, accompagné d'une fièvre. Tout ça est d'apparition très brutale, de nausées, de vomissements. On ne se sent pas bien, il y a ce qu'on appelle une altération de l'état général et une raideur de la nuque. Ça doit vraiment alerter. Bon. On peut avoir d'autres signes, comme par exemple la lumière peut faire mal, accentuer les symptômes, ou des taches qui s'appellent un purpura, qui apparaissent, des taches sur la peau qui apparaissent. On va mettre à l'écran parce que quand on entend taches, ça fait peur, hein, les éruptions sont souvent bénignes, et là on a mis à l'écran un purpura. Comment on fait pour reconnaître ce purpura ? Alors encore une fois, ces taches apparaissent dans un contexte qui est déjà particulièrement marqué par la fièvre, mal de tête, etc. Ces taches, ce sont des taches rouges violacées qui apparaissent rapidement, qui augmentent en nombre, en taille. En général, elles sont supérieures à 3 mm. Et comment les reconnaître ? C'est parce qu'elles ne s'effacent pas à la pression. Alors, il y a un test, c'est qu'on prend un verre et on va l'appuyer sur la peau et on s'aperçoit en regardant que ça ne s'efface pas à ce qu'on appelle la vitropression. À la différence d'autres éruptions cutanées. À la différence de la plupart des éruptions que nous avons sur la peau, qui sont en fait des taches, on appuie dessus et ça devient beaucoup plus pâle. Vous avez parlé donc de tous ces symptômes qui apparaissent subitement, la fièvre, les maux de tête, éventuellement la nuque. Si ça se présente, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le 15 ? C'est vraiment une urgence, là ? Alors, si on a mal de tête avec une fièvre d'apparition brutale et le tout, je dirais, avec en plus une raideur de la nuque, c'est le 15 immédiatement. Le purpura, l'apparition de ces taches purpuriques dans ce contexte, c'est l'extrême urgence. Ça peut être totalement foudroyant. C'est évidemment le SAMU et le médecin, quand il va arriver sur place, il va procéder à l'injection d'antibiotiques immédiatement. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont malades. Et pour les cas contacts, on a vu ce fil de jeunes étudiants en Angleterre venir se faire dépister, traiter. Qu'est-ce qu'on fait des cas contacts ? On les vaccine ? On leur donne des antibiotiques ? Alors, on l'a dit, les adultes jeunes, les adolescents, surtout les adultes jeunes de 15 à 24 ans, portent ce méningocoque. L'antibiothérapie vise à enlever, à tuer ce méningocoque de façon à ce qu'il ne soit plus porteur et donc plus à risque. Ça, c'est immédiatement. C'est pour casser l'épidémie. Et puis, on les vaccine pour leur conférer une protection à plus long terme. La vaccination, c'est la meilleure des préventions. Alors, insistons sur le fait qu'en France, on a vraiment la stratégie vaccinale la meilleure d'Europe. Ça veut dire qu'on protège nos nourrissons. C'est obligatoire, avec des vaccins qui protègent contre l'ensemble des méningocoques. Et on doit protéger aussi, et j'incite toutes les personnes entre 12 et 24 ans à aller se faire vacciner. On protège les adolescents et les adultes jeunes à l'âge où ils sont particulièrement à risque, là encore, avec des vaccins qui sont remboursés, indiqués jusqu'à 24 ans. Et après, ça vaut quand même le coup, même si ce n'est pas remboursé, de se faire vacciner ou pas ? Alors, non, ça ne fait pas partie des recommandations. Vous voyez, par exemple, une personne qui a 60-65 ans, bien sûr qu'elle peut faire une infection à méningocoque, mais elle a 30 fois plus de risques de faire une infection avec une autre bactérie qui s'appelle le pneumocoque, ce qui vous explique pourquoi en France aujourd'hui on recommande la vaccination contre le pneumocoque à toutes les personnes de plus de 65 ans, mais pour les cas rares de méningocoque, on ne recommande pas de vaccination. Vous avez quand même dit qu'on a l'une des meilleures stratégies vaccinales d'Europe en France ? Oui, parce que depuis l'année dernière et l'année d'avant, on a rendu obligatoire donc les vaccins méningocoques chez l'enfant contre toutes les méningites, et on est un des très rares pays à prôner la vaccination contre le B et contre tous les autres ACWY de méningocoque, car il y a plusieurs types, et à les recommander fortement, à faire un rattrapage jusqu'à 24 ans et évidemment à les fournir totalement remboursés. Vive la République, vive la France, j'ai envie de vous dire. Absolument. Vive le système de santé français à ce jour. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Hier, c'était le second tour des municipales. Et parmi les candidats, et c'est peut-être le cas dans votre ville, eh bien certains étaient en situation de handicap. Et pendant la campagne, nous avons rencontré l'un d'entre eux, Vincent Julier, malvoyant. Il défend plus de représentativité en politique pour les personnes en situation de handicap. Et il est arrivé 4e au second tour à Courbevoie. Alors, il ne sera pas maire, mais il siégera quand même au conseil municipal. Je vous propose d'aller à sa rencontre avec ce reportage de Caroline Dieudonné, Alexandre Delaval et Olivier Leplan. Comment va bien? Merveilleux. Top, génial. Rendez-vous matinal pour les équipes de ce candidat. On va aller à gauche et à droite. On va se balader aussi parce qu'on est nombreux. Donc C'est parti pour une distribution de tracts dans les rues de Courbevoie. Bonjour. Je suis candidat au municipal. Donc on travaille autour de la création de liens. En ce début d'année, Vincent Julet, 48 ans, est candidat dans cette ville des Hauts-de-Seine. Malvoyant, il se déplace toujours avec Tori, son chien guide. Ça, chien guide en campagne, c'est bien ça. Ma chienne guide est un outil de visibilisation du handicap, c'est comme ça que je le dirais. Moi, la difficulté première que j'ai, parce que je vois des formes, des grosses couleurs, globalement, c'est à peu près ça. Et donc, je ne reconnais pas les gens. Ce qui veut dire qu'ici, ils sont de l'autre côté de la rue. Ce que je ne peux pas faire, c'est lever la main, saluer, petit signe de tête ou aller vers la personne. C'est naturellement des gens qui vont vers moi. Moi, je suis un acteur associatif engagé ici à Courbevoie pour la cause du handicap. Je suis moi-même malvoyant. Et l'idée, c'est de porter quelque chose qui relie la ville et de pouvoir créer du lien entre toutes les générations, tous les habitants, tous les quartiers. La vie de ce père de famille a été bouleversée par une maladie génétique appelée neuropathie optique de Leber, avec une perte soudaine de sa vision centrale. Le 29 octobre 2006, je me souviens de ce jour presque comme si c'était hier. Je suis sur l'autoroute A13, je ressens un immense flash sur l'œil gauche et en une fraction de seconde, je perds 8 dixièmes. Quelques mois plus tard, j'ai perdu la vue totalement sur les 2 yeux. En une fraction de seconde, ma vie avait basculé et j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire qui est différent, qui n'a pas trait à ma vision. Aujourd'hui, cet ancien commercial devenu conférencier présente cette épreuve comme son moteur et sa candidature comme un acte militant. On a une sous-représentation des personnes qui vivent avec un handicap visible ou invisible dans toutes nos assemblées. Si on veut avoir des personnes qui se reconnaissent dans leur démocratie, on a besoin d'avoir beaucoup plus de représentation de la diversité. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Parmi ses priorités, lutter contre l'isolement ou encore améliorer l'accessibilité. C'est une très bonne idée de travailler à l'inclusion, mais je dirais, c'est comment inclure pas seulement les personnes handicapées, mais l'ensemble des personnes isolées ou des personnes qui aujourd'hui ne font pas société. Allez, encore Vincent, encore plein d'énergie. Porter la voix des habitants en situation de handicap, un engagement personnel, professionnel et désormais politique pour Vincent Julet. On termine ce journal avec ces petits mots et ces sourires qui font toujours la différence. Oui, même au bloc opératoire, même pour un enfant qui va subir une intervention. C'est jamais marrant, mais vous allez voir comment une équipe médicale embarque son petit patient comme s'il se lançait sur une course de Formule 1. Regardez. Attention, tunnel, baissez-vous. Virage à gauche. Et oui, ça aussi, c'est du soin, c'est trop mignon quand même. Bah oui, il s'agit de rassurer, de distraire, d'accompagner jusqu'à ce que l'anesthésie fasse effet. C'est ce que rappelle le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Et on en profite pour remercier les soignants qui s'impliquent comme ça aux côtés des patients. Et puis envoyer plein de petits bisous aussi et de courage aux jeunes patients et à leurs parents. Oui, évidemment. Merci beaucoup Emma. Et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des allergies saisonnières. Et comme vous le savez, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus sévères. Nous serons avec une médecin allergologue. Dans notre série Le Pouls de la France, direction le Tarn, à la découverte d'une initiative qui permet à des personnes âgées qui vivent en milieu rural de rester chez elles le plus longtemps possible. Une nouvelle chronique, celle de Violette Vianney, présidente de l'association des personnes de petite taille, qui va nous parler de ce qu'on appelle le patient idéal. Nous aurons également une recommandation, celle de ne pas utiliser notre téléphone portable lorsque nous mangeons. Je plaide coupable, mais après avoir écouté Sylvie Chocron, je jette mon téléphone portable. Nous répondrons à la question de Sylvie, une téléspectatrice qui aimerait savoir à quelle fréquence
Peut-on faire des bains de bouche 1, 2, 3 fois par jour et surtout lesquels? Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. On est en direct, on attend toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est 13h51. Oui, c'est l'heure de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Sylvie, Violette, Vianney, bonjour. Bonjour. On vous avait reçu il y a quelques semaines et vous venez faire partie de la team, de l'équipe, de la famille du MAC de la Santé. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des personnes de petite taille et vous luttez contre les discriminations. Alors selon vous, le système de santé est conçu, fabriqué pour ce qu'on appelle un patient dit idéal et forcément, ça peut avoir des conséquences sur la santé des patients. On y revient dans un instant, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle ce patient idéal ? C'est assez simple en fait. Un patient idéal, c'est un patient pour lequel instinctivement on visualise un homme d'un âge situé entre 30 et 50 ans, d'un IMC à peu près standard, c'est-à-dire 1m75 pour 70 kg environ, et qui, quand il est malade, a effectivement des symptômes qui sont plus ou moins classiques. Prenons l'exemple par exemple de l'infarctus. On pense tout de suite pour un homme qui a un infarctus à une douleur thoracique assez soudaine. Et ces douleurs, en fait, ces symptômes, ils structurent un petit peu nos protocoles de soins et la manière dont on pose un diagnostic. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'en médecine, on apprend dans un premier temps les cas les plus fréquents, et ça, je pense que c'est normal. Le problème, c'est qu'il y a plein de patients qui sortent du coup de la norme. On sort de ce patient dit idéal, et ça peut avoir des conséquences sur leur prise en charge. Vous avez d'ailleurs un ou deux exemples. Si on continue précisément sur le cas de l'infarctus, on peut prendre l'exemple par exemple d'une femme effectivement qui a un infarctus et on sait que dans certains cas, ces symptômes ne ressemblent pas à la majorité des symptômes qui peuvent être décrits par ailleurs dans les manuels. En France, je pense que c'est important de le rappeler, les maladies cardiovasculaires chez les femmes, ça reste quand même une des principales causes de décès. On en dénombre à peu près 200 par jour. Or, ces 10 symptômes classiques de l'infarctus, pour le coup, eux, ils ont souvent été, on va dire, décrits ou exprimés à partir de modèles masculins. Et donc, chez certaines femmes, comme je le disais, les signes sont un petit peu plus atypiques. On peut parler d'une fatigue assez intense, des nausées, un essoufflement soudain. Et donc, ces symptômes dits atypiques sont assez loin de la réalité. Et le risque, c'est que les femmes soient prises difficilement en charge. Et ça retarde évidemment derrière tout ça le diagnostic. Et c'est lié à ce qu'on appelle notamment certains biais médicaux ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de biais médicaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler de biais cognitifs. Biais cognitifs, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Je pense qu'on y est tous sujets. Et derrière ces biais cognitifs qui sont cette manière finalement de raisonner et donc d'émettre un jugement qui parfois peut être erroné, on a effectivement le biais d'ancrage et le biais de confirmation. Le biais d'ancrage, c'est assez simple. On fixe une première hypothèse. Si on reprend par exemple le cas, toujours pareil, des symptômes atypiques chez la femme qui aurait un infarctus, le médecin ou la personne qui la suit pourra dire assez facilement, finalement ces symptômes qui sont assez atypiques, ça reste assez banal, une fatigue, on peut assimiler ça à du stress ou même parfois des problèmes de poids. Donc on s'écarte finalement du protocole. On se dit qu'un homme, il a une douleur, c'est urgent, c'est un infarctus. Exactement. Une femme, elle a des symptômes un peu étranges, elle est stressée. Exactement. Elle a un truc dans la tête. C'est ça. Voilà. Vous l'avez dit, c'est assumé. Moi, j'ai dit non, mais attendez, j'explique le biais. C'est pas ce que je pense, évidemment, attention. Et le biais de confirmation, pour le coup, il complète, c'est-à-dire qu'on retient ces éléments, ça conforte cette intuition, cette hypothèse. Et le problème, c'est qu'on ne les remet jamais en perspective, on ne les remet jamais en doute. Et donc, c'est dommage, puisqu'on sait que ces analyses peuvent retarder le diagnostic. Donc là, il y a les biais, c'est-à-dire les croyances. Mais il y a aussi derrière tout le reste, il n'y a pas que les biais, il y a les structures également pour lesquelles il y a des progrès à faire. Exactement, les structures hospitalières, effectivement, c'est bien de rappeler que le système de pensée est organisé matériellement, il faut le dire, pour un corps qui est plutôt standard. Prenons par exemple le cas des personnes qui seraient obèses. On sait que l'obésité touche beaucoup de Français, on en compte à peu près 17% de la population adulte. Or, force est de constater que certains établissements n'ont pas le matériel adéquat. Je pense notamment à des balances qui pourraient être adaptées, les brassards pour prendre la tension par exemple, les tables d'examen peut-être un petit peu plus renforcées ou encore des imageries qui seraient compatibles à ces morphologies. Là, on parle de poids, mais la question peut aussi se poser sur les personnes de grande ou de petite taille. Donc un matériel qui n'est pas adapté, des structures qui sont, on peut dire, défaillantes, avec des conséquences d'ailleurs sur la santé des patients.
Bien sûr, parce que derrière, il y a des retards d'examen, il y a parfois un renvoi vers un autre établissement où on dira cet établissement est peut-être plus expérimenté pour recevoir ce type de population. Allez faire l'IRM à Voilà, faire exactement, t'as fait les Il y a oies. une machine pour vous. Sauf que derrière tout ça, la personne se sent accessoirement humiliée, c'est important de le dire. Et deuxièmement, en fait, matériellement, il renonce aux soins. Donc, il y a un vrai enjeu sanitaire. On a parlé du poids, on a parlé de l'infarctus chez l'homme ou chez la femme. De la même manière, ce mécanisme se retrouve aussi chez les personnes âgées, pour qui on a tendance aussi à dire assez rapidement, ce symptôme, ça peut être dû au vieillissement. Hein. Si vous êtes triste, c'est que vous êtes vieux. Voilà, exactement. Je vous fais les sous-titres à chaque fois. Dans le même ordre d'idée, chez les hommes, il y a la question de la dépression, où on sait que pour le coup, ça peut amener à des conduites à risque, mais la conduite à risque, on ne l'associe pas nécessairement à la dépression. Bref, à chaque fois, le problème est le même. Le patient ne correspond pas à un scénario attendu. Alors finalement, le problème, c'est pas tant la norme, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui sortent de cette norme. Exactement. La norme statistique en soi, c'est indispensable. Qui plus est, en santé, la médecine est fondée sur des preuves scientifiques. Mais effectivement, elle devient problématique quand on ne s'attache qu'à cette norme et qu'on en oublie qu'elle ne décrit pas une moyenne et qu'il y a un pléthore, si je puis dire, de patients par ailleurs qui sont sur le côté et qui ne sont pas nécessairement bien pris en charge. Alors qu'il suffirait, entre guillemets, de faire quelques efforts pour améliorer les choses. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, effort, c'est vraiment le bon terme. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait imaginer. Déjà, bien former les équipes hospitalières, les équipes de santé, toutes ces personnes qui accompagnent le patient sur cette notion de biais. On parle de la sensibilisation du corps médical, mais pas que. Je pense aussi que c'est bien d'informer les patients de ces fameux biais. Dans le même ordre d'idée, je pense que les associations de patients aussi ont un rôle à jouer, puisqu'elles ont toutes à peu près une mission de sensibilisation, d'information auprès de leurs adhérents. Donc, pour le coup, elles sont des bons vecteurs qui nécessitent d'être utilisés. Je pense aussi qu'il faut diversifier les profils dans le cadre des essais thérapeutiques, c'est-à-dire avoir autant de femmes que d'hommes, avoir des âges différents, avoir des pathologies, des morphologies différentes. Il y a un sujet dont on parle assez peu aussi, je pense qu'il faut adapter les infrastructures hospitalières à ces morphologies actuelles et surtout à l'accessibilité. Nombre de structures qui ne sont pas accessibles, et notamment aux personnes handicapées. Derrière, il est évident, on ne peut pas aller sur son lieu de soins, nécessairement on ne se fait pas suivre. Et derrière, je pense surtout, et c'est assez capital, je pense qu'il faut réhabiliter l'écoute du patient. Je ne dis pas qu'on n'écoute pas les patients, bien loin de là, mais je pense qu'il faut continuer à la réhabiliter de sorte qu'ils se sentent écoutés et surtout légitimes pour poser sereinement leurs interrogations. Merci beaucoup Violette, c'était passionnant. Et tout de suite, on retrouve Sylvie Choqueron. Mais avant ça, on a reçu la question de Monique qui nous demande si avoir le nez qui coule tous les matins est un signe d'allergie. Eh bien Monique, nous répondrons à votre question ainsi que celle de Colette, Géraldine, Justine et Anne dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré aux allergies saisonnières. Sylvie Choqueron, vous êtes neuropsychologue et vous nous aidez à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer, nous réexpliquer pourquoi il ne faut pas utiliser son téléphone portable lorsqu'on mange. Alors, petit tour de table. Rime, Violette, est-ce que vous utilisez votre téléphone portable en mangeant ? Je plaide coupable si je suis toute seule, je regarde quelque chose. Toute seule, oui, et avec... Non, avec des gens, non. Ah, ok, Violette ? Idem, parfois avec des gens aussi. Mais... Je vais vous expliquer que même seul, il ne faut pas inviter votre téléphone à table. Okay. Alors, il y a une étude qui est parue dans une prestigieuse revue et qui montre, donc vous le savez, on est de plus en plus à manger avec notre téléphone. Parfois, on le pose même éteint à table. Dans cette étude, ils ont mis des lunettes qui enregistrent les mouvements oculaires et ils se sont rendus compte que même lorsque le téléphone est éteint, s'il est posé à côté de l'assiette, il attire plus le regard que n'attire l'assiette. D'accord ? On est plus concentré par le téléphone. Exactement, même s'il est éteint. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller regarder votre téléphone alors que vous savez qu'il est éteint. Donc c'est même pas comme si... Oui, mais il est éteint, donc c'est même pas comme si vous attendiez une notification. Et donc on sait aujourd'hui que le téléphone aimante l'attention. C'est vrai que moi, mon téléphone, j'essaie de le mettre à l'envers, mais même à l'envers. Même à l'envers. Je le retourne de temps en temps pour voir si voilà, se passe quelque exactement, au cas où. Exactement. Donc en fait, il prend toute notre attention lorsqu'on mange. En fait. Exactement. Et alors, il prend d'autant plus votre attention que vous avez dû remarquer que manger, techniquement, c'est un peu comme marcher. C'est-à-dire que c'est une tâche automatisée. Vous n'avez pas besoin de regarder pour aller piquer, pour mettre à la bouche. Tout ça est automatisé. Donc vous vous dites, puisque je peux manger sans en mettre partout et en étant efficace, pourquoi ne pas faire autre chose en même temps, comme être sur mon téléphone ? Sauf que si manger, c'est une tâche automatisée d'un point de vue moteur,
il n'en reste pas moins que votre cerveau, lui, a besoin de toute votre attention pendant que vous mangez. Parce que c'est vrai que c'est pas très poli en plus d'avoir son téléphone avec quelqu'un quand on est en train de déjeuner, mais pour notre aussi santé, on a plutôt intérêt à ne pas l'avoir. Exactement. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans notre cerveau, on a une petite structure qui est là en vert, que vous voyez, qui est l'hypothalamus. Dans cette structure qui clignote, vous avez le centre de satiété. C'est ce centre-là qui vous permet de savoir que vous avez assez mangé, donc combien vous avez mangé, que vous n'avez plus faim, que vous allez donc arrêter de manger. Mais il se trouve que ce centre-là, il a besoin de toute votre attention. Il a besoin que vous mangiez en pleine conscience, parce que s'il n'y a pas d'attention, ce centre-là ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et du coup, vous ne savez pas si vous avez assez mangé, si vous n'avez plus faim, si c'est le moment de vous arrêter. Donc finalement, quand on fait ça, on a tendance à faire quoi? À manger plus, du coup? Alors, quand vous ne mangez pas en pleine conscience, qu'est-ce qui se passe? Il y a des études très récentes qui montrent que même si vous n'avez pas de troubles du comportement alimentaire, si vous mangez sans faire attention, sans regarder votre assiette, à ce moment-là, vous ne savez pas ce que vous avez mangé, vous ne savez pas combien vous avez mangé, vous ne savez pas du coup quand est-ce que vous devez vous arrêter. Conclusion, vous mangez plus souvent que ce que vous devriez manger. Et en plus de ça, ça n'a pas un effet que sur le repas en cours. Figurez-vous que si vous avez mangé sans pleine conscience, vous n'avez pas mémorisé ce que vous avez mangé. Et donc, du coup, comme vous n'avez pas la mémoire de ce que vous avez ingéré, vous allez impacter même la prise alimentaire pendant les repas suivants. Donc, non seulement, vous mangez plus pendant le repas, mais votre cerveau pense qu'il n'a pas à manger. Et donc, du coup, vous allez manger plus le repas d'après. Donc, c'est extrêmement ennuyeux. Violette, vous avez mangé quoi ce midi, vous vous souvenez? J'ai envie de le dire. C'est à cause du... Sandwich. C'est pas à cause du téléphone. Alors, on a dit que c'était pas très poli, que c'est pas bon pour la santé. Et ça nuit également aux relations sociales. Exactement. Alors, vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup de technoférence, c'est-à-dire que tous ces outils numériques, tous ces outils techniques, ils viennent interférer avec les relations sociales, avec les interactions. Ils ont un impact sur la vie familiale, sur la vie amoureuse, sur la vie amicale, donc sur nos relations sociales de manière générale. Donc, du coup, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir ranger son téléphone. Et donc, comme on le disait tout au début, quand on est avec quelqu'un pour préserver les interactions sociales, mais aussi quand on est seul, Rim, pour préserver notre hygiène alimentaire, parce qu'on a un risque de développer un trouble des conduites alimentaires et les nutritionnistes alertent vraiment sur cette nécessité de manger en pleine conscience. Alors ça c'est vrai pour le téléphone portable, mais on a Pat qui nous pose cette question. Est-ce le même mécanisme si on mange devant la télévision ? Alors, je sais qu'à l'heure où nous parlons, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous regarder. C'est pas pareil, le mag. Oui, attention à ce que vous dites, Sylvie Chocron. Alors, non. La télévision, effectivement, on sait qu'il y a un risque en particulier chez les enfants parce qu'on va manger des aliments qu'on appelle finger food, qu'on prend avec les doigts parce que c'est plus facile. Et donc, même quand on mange devant la télévision, il faut quand même avoir un minimum d'attention pour son assiette. Donc, écoutez-nous. Regardez-nous, mais faites aussi attention à votre assiette. Et surtout, ne changez pas de chaîne. Merci beaucoup, Sylvie Chocron, de toutes ces explications. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction le Tarn. Et plus précisément, Castres, où des personnes âgées vivant en milieu rural testent des outils numériques pour leur permettre de vivre chez elles et de rester le plus longtemps possible à domicile. Reportage Khadija Adarezig, Guillaume Biraud, Lucie Duloy. La mission paraît presque impossible. Elle s'est levée à 8h, elle a fait son petit train. Veiller sur Thérèse en étant à plusieurs kilomètres de chez elle. Elle est restée 4 heures dans le salon, 11 heures dans le lit. À la recherche de la moindre anomalie. Il y a quelque chose là en fait, de midi à 16h, là. Elle reste quand même 4 heures dans sa cuisine. Je vais envoyer un petit SMS à son fils. Alors, bonjour. Averti par cette infirmière, Francis se rend aussitôt au domicile de sa mère pour s'assurer que tout va bien. J'arrive. Ah, alors comment vas-tu ? mais c'est pas trop tôt. Cette fois, c'est une fausse alerte. Thérèse a 94 ans. Depuis 20 ans, elle vit seule dans cette grande maison où les bibelots du début du XXe siècle côtoient les nouvelles technologies. Des dispositifs installés après sa chute il y a quelques mois. Je voulais arranger ce trou. Je me suis baissée. C'est la moquette qui est par terre. Et après, j'ai pas pu me relever.
Effectivement, tu t'es allongé là, le tiroir du bas complètement tiré, accroché au tiroir du bas. Et oui, et tu ne pouvais plus bouger. je pouvais pas bouger. C'est ça, j'avais plus de force. C'était un peu choquant. Choquant, c'est le mot qu'il faut employer. Ah oui, mais bon, il faut quand même se ressaisir dans ces cas-là et passer outre un petit peu ce choc, je dirais, émotionnel. Après cette chute, Francis se met à la recherche de solutions de télésurveillance. Il entend parler d'une expérimentation menée par le département à destination des seniors isolés dans les milieux ruraux. Elle consiste en l'installation de capteurs au domicile des bénéficiaires. Je ne sais pas si vous le voyez, la chose grise qui capte toute, comment dirais-je, à partir du moment où la personne se couche et au moment où elle se lève. Ensuite, vous en avez un deuxième ici. En tout, la maison est équipée de 5 capteurs auxquels Thérèse s'est bien habituée. Les capteurs, c'est comme si je n'en avais pas. Eh bien, tant mieux, tant mieux. J'y pense pas seulement. Les habitudes de vie sont enregistrées en continu. L'objectif est de détecter les accidents graves ou les signes avant-coureurs de maladies dégénératives. Je me tranquillise, tout simplement. C'est pas d'intrusion, hein, loin de là. Hein. C'est parce que je veux pas en arriver jusque-là. À quelques kilomètres, Hermine participe aussi à l'expérimentation à destination des seniors en milieu rural. Ce jour-là, elle voit la gériatre qui coordonne le dispositif. Bonjour, Bonjour. Elle doit donner son point de vue sur les capteurs installés chez elle en vue d'améliorer leur réglage. Allez-y. Je suis prête pas attention, hein. Je fais ma vie comme si j'étais pas surveillée. D'accord. Bon, ce que je trouve parfois, c'est que c'est très sensible. Ah oui. L'autre jour, j'ai eu une alerte parce que j'étais restée trop longtemps assise dans mon fauteuil devant la télé. Et ils ont pensé que peut-être que j'avais un malaise. Enfin, bon, je suis très contente de participer à cette expérience. Très bien. Une expérience qui a pour but de détecter tôt les pathologies des seniors pour les prendre en charge dans les meilleures conditions possibles. Si on arrive à prédire avec ces technologies, par exemple à 15 jours, le risque d'hospitalisation, on peut libérer des créneaux de consultation semi-urgents, libérer des créneaux d'hospitalisation de jours semi-urgentes pour faire les examens dans un délai rapide, dédouaner un problème de santé et, si possible, éviter l'hospitalisation. Éviter les passages aux urgences dans une zone où la population est vieillissante et où l'accès aux soins reste difficile à cause du manque de praticiens et faire en sorte qu'ils restent seuls à la maison le plus longtemps possible pour profiter de chaque souvenir. Nous l'avons construite avec mon mari. Donc, on y a peiné tous les deux. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Si on peut faire avancer la technologie pour que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à domicile, parce que, de toute façon, c'est le but, ça, hein, de rester... Personne n'a envie d'aller en EHPAD. Hein. Des outils numériques qui donnent de l'espoir aux seniors isolés. L'expérimentation doit encore durer 2 ans dans le Tarn Sud. En tout cas, c'est vraiment prometteur. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. C'est Sylvie qui nous a écrit, j'adore parce qu'elle a signé une fidèle téléspectatrice du Mac de la Santé. Donc merci Sylvie. Et elle nous dit, j'ai entendu récemment dire qu'il ne fallait pas faire de bain de bouche trop souvent, mais les notices disent qu'on peut le faire 1 ou 2 fois par jour. Qu'en est-il? Alors je ne sais pas, est-ce que vous utilisez du bain de bouche tous les jours? Non, quand je saigne ou quand j'ai un problème. Très régulièrement. Ouais. Moi, pour la mauvaise haleine, de temps en temps. C'est quand j'ai sympa pas le pour temps. les collègues, Jimmy. Merci du message. Que vous faites partie des collègues. Hein. Bon, continuons. C'est ma fête aujourd'hui. Alors, donc on trouve tout un tas de flacons, il y a des couleurs différentes. Il existe essentiellement 2 types. Donc vous avez les bains de bouche thérapeutiques comme celui-ci et ceux qu'on voit également là, souvent de couleur rouge et ils contiennent un antiseptique, soit de la chlorhexidine, soit de l'alcool. Alors souvent ils vont être prescrits par votre médecin, même si vous pouvez les acheter sans ordonnance. Et puis vous avez les bains de bouche du quotidien qu'on voit là, qu'on trouve en libre-service, soit en pharmacie, soit en supermarché. Et là, ils ont quand même des composés moins forts et puis souvent une indication, soit donc mauvaise haleine, soit dents sensibles, soit contre les caries. Et on ne peut pas les utiliser tous
tous les jours. Non, exactement. Le docteur Jérémy Amzalak, dentiste, a bien fait la différence entre les deux types de bains de bouche. Il y a ceux donc, qui contiennent les antiseptiques comme l'alcool ou la chlorhexidine. Eh bien, eux, il ne faut pas les utiliser tous les jours et pas sur une trop longue période. On ne dépasse pas 10-15 jours parce que si on les utilise trop longtemps, ça peut colorer les dents et la langue avec des taches brunes, mais qui partent heureusement hein, quand on arrête le traitement. Pardon, pas de souci. Non, c'est Violette qui me regarde l'air inquiète, c'est pour ça. Donc une modification du goût possible et surtout une modification de la flore buccale avec, ça peut donner des mycoses sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'on va garder en cas d'opération, de petites blessures. Et d'ailleurs, dessus, il y a écrit solution d'appoint. Ensuite, par contre, ceux qui sont sans alcool, sans antiseptique, eh bien là, oui, vous pouvez les utiliser tous les jours. C'est pas du tout obligatoire, mais ça peut faire un bon complément au brossage. Alors, quelques conseils pour bien choisir son bain de bouche. Oui, alors donc pour les bains de bouche thérapeutiques, en général, c'est le médecin ou le pharmacien qui va vous dire ce qui est le mieux pour vous. Pour ceux du quotidien, tout dépendra de vos besoins. Soit vous avez ceux qui sont à base de fluor, si vous avez des caries, vous avez une sensibilité dentaire, vous pouvez en prendre un dent sensible avec notamment de l'arginine. Il y a ceux aussi contre la mauvaise haleine, la litose. En général, il marche bien parce que ça tue les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. Et enfin, un petit conseil pour bien l'utiliser, on le garde en bouche environ 1 minute, on le recrache et dans l'idéal, on ne rince pas sa bouche après. Comme ça, on garde tous les bénéfices du produit. Et c'est peu connu, mais il existe quand même quelques contre-indications à ces bains de bouche. Oui, notamment pour les enfants. C'est vrai qu'on ne les recommande pas avant 6 ans, puisque les dents sont en développement et puis il peut y avoir un risque de fausse route. Pour les enfants de plus de 6 ans, ne pas utiliser ceux où il y a de l'alcool ou de la chlorhexidine et le faire avec un adulte qui pourra donc les aider à faire ça au mieux. Et puis, un petit dernier conseil, mais pour les petits et les grands paresseux, ça ne remplace pas le brossage. C'est vraiment un complément, pas obligatoire, comme je le disais, mais qui peut être utile. Merci de toutes ces explications. Comment on fait pour les prochaines questions, Rim ? Donc, rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Les yeux qui pleurent, la gorge qui pique, le nez qui coule. Pour les allergiques au pollen, le printemps n'est pas la meilleure des saisons et ça concerne 1 Français sur 3, des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Comment traiter une allergie et que faire lorsque les médicaments ne fonctionnent plus ? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Karine Billard, médecin allergologue et responsable de l'unité d'allergologie du Grand Hôpital de l'Est francilien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Tour de table, est-ce que vous êtes allergique au pollen en ce qui vous concerne, Sylvie ? Je ne sais pas. Donc, moi, franchement. Oui, Violette, vous ne savez pas ? Quand on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas allergique, je pense. Mais pour autant, il y a des symptômes parfois par période, du type le nez qui pique ou le fond de gorge, et on ne sait jamais trop. Ça fait partie des questions qu'on a reçues également. Voilà. Rim ? Pas trop. Peut-être les yeux qui pleurent le matin. Je ne sais pas si ça en décide. Est-ce qu'on peut devenir allergique en vieillissant ? Oui, c'est même un cas très très fréquent en fait. L'allergie, c'est le système immunitaire qui dysfonctionne, qui va fabriquer des défenses contre le pollen. Et une fois qu'on a acquis ces défenses, on va avoir les symptômes. Donc ça peut survenir n'importe quand dans la vie. Même à 40 ans, on peut tout d'un coup, alors qu'on se dit... Moi, des fois, j'ai des patients qui me disent « je ne comprends pas, j'ai des symptômes d'allergie, mais je n'ai jamais été allergique et ça fait 1 an ou 2 que je développe le nez qui coule, les yeux qui piquent et la gorge qui gratte. » C'est une réflexion que j'ai de la part de beaucoup de mes patients. Mais c'est complètement normal. Ouais. Alors, on va vous expliquer ce qu'il se passe en cas d'allergie, puisque vous avez expliqué le mécanisme, mais on a une très belle infographie, donc on va s'en servir. Alors, regardez, ça, on va dire que c'est du pollen. Ce pollen, à la base, n'est pas un agresseur, mais il va être reconnu par votre système immunitaire comme un danger, comme s'il y avait un virus dont il faut se débarrasser. Et donc, vous allez produire des anticorps. Ces anticorps, on va les garder en mémoire. Et puis, avec le temps, plus on est exposé au pollen, plus notre système immunitaire se souvient de ces anticorps qui sont déjà prêts et du pollen qui est un agresseur. Par conséquent, le pollen matérialisé en jaune se fixe sur les anticorps, va déclencher les cellules du système immunitaire et produire ces petites billes vertes qu'on appelle l'histamine, responsables des symptômes que vous connaissez bien, le nez qui coule, la gorge qui gratte ou les yeux qui pleurent. Et on l'a vu autour de la table, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Violette parlait de nez, Rim des yeux. On peut avoir la totale ou juste un symptôme ? Oui, tout à fait, c'est très variable. L'étendue des symptômes va effectivement de symptômes plutôt légers, avec de temps en temps la gorge qui gratte, etc., jusqu'à des symptômes plus graves qui peuvent aller jusqu'à des crises d'asthme assez importantes. Monique nous dit le nez qui coule tous les matins. Est-ce que c'est un signe d'allergie ?
Alors ça peut être un autre type de rhinite, mais ça peut être une rhinite allergique. Si c'est toute l'année, ça va être plutôt des allergènes comme les acariens ou des moisissures, mais si c'est à cette période, ça peut être une allergie au pollen. Cette période, parce que justement, on a une carte de la France avec le niveau d'alerte au pollen, tout pollen confondu, et vous allez voir qu'on a globalement un tiers du pays qui est concerné par les allergies avec un niveau élevé, une petite partie du pays qui est en vigilance intermédiaire et une autre qui est verte, mais qui risque dans les jours qui arrivent de passer en rouge. Là, c'est la saison, elle est belle et bien lancée. Vous voyez de plus en plus de patients là ? Oui, il y a énormément de patients en ce moment. Et puis en plus, les conditions météo sont favorables pour que les allergiques soient très gênés, puisqu'il fait beau. Et donc, les pollens se dispersent facilement. Et pourquoi j'ai l'impression que les gens sont plus gênés le matin ? Est-ce qu'il y a une raison ? Alors, on sait que les pollens, la variation de pollen va changer au cours de la journée. Ça va changer suivant la localisation. Quand on est en ville ou en la campagne, on ne va pas avoir les mêmes moments de gêne. En général, il y a moins de pollen très tôt le matin, très tard le soir. Judith nous demande, est-ce que le pollen peut entraîner de la fatigue intense ? Parce que souvent, on a tendance à banaliser les symptômes d'allergie. On se dit, c'est le nez qui coule, on va s'en remettre. Et Judith, elle nous dit qu'elle parle de fatigue intense. Oui, tout à fait, parce que le nez qui coule, quand on a un rhume pendant 3 jours, c'est supportable. Quand c'est pendant 6 mois de l'année, ça peut entraîner un retentissement important, notamment un sommeil aussi qui va être perturbé. Et donc, ça peut expliquer cette fatigue intense. Nous, quand on a un rhume pendant quelques jours, souvent, on est quand même, indépendamment du virus, fatigué d'avoir toujours à se moucher, toujours du mal à se concentrer, mal à la tête, etc. Les patients allergiques, ils ont ça en permanence. Et donc, ça explique cette fatigue. Colette nous demande, est-ce que tous les pollens sont très allergisants ou est-ce qu'il y en a certains plus que d'autres ? Non, il y a des pollens qui sont plus allergisants. Les pollens qui sont les plus allergisants, c'est ceux qui ne sont pas disséminés par les insectes. C'est des petits pollens. Et donc, pour se reproduire, la plante, elle fabrique des petits pollens en très, 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 très grande quantité qui vont être dispersés par le vent. Et donc, ces pollens-là, ils pénètrent plus facilement dans nos voies respiratoires et ils sont plus allergisants. Ça me rappelle les cours de SVT de mon fils qui est en CM1. Tout à fait. Le pollen, le pistil, on a révisé tous ensemble. J'étais ravi. Nora nous demande si porter un masque FFP2, dont on parlait beaucoup lors des périodes de Covid et de grippe, est-ce que ça peut être intéressant ? Ah oui, quand on est dans une période où les cartes sont très rouges comme ça et qu'on annonce beaucoup de pollen, ça peut limiter un peu les symptômes et être intéressant pour les allergiques. Donc masque FFP2, c'est pas toujours très agréable à porter. Ouais. Et un masque chirurgical lambda, c'est déjà mieux que rien, oui. Ouais. Même chose pour les lunettes, est-ce que ça change quelque chose de porter des lunettes ? Oui, tout ce qui va bloquer le contact avec les muqueuses va être intéressant. Alors, on a parlé, il y avait une actualité il y a quelques jours, quelques semaines, d'une piste prometteuse pour peut-être se débarrasser des allergies, parce qu'on va parler dans quelques instants des traitements, mais est-ce que dans l'avenir, on peut imaginer, en modulant le système immunitaire, on a vu une étude qui parle de choses prometteuses chez la souris notamment, où est-ce qu'on en est loin ? Est-ce qu'un jour, on pourra se dire, c'est bon, les allergies, on les traite de façon un peu différente ? On espère. Il y a beaucoup d'études sur les allergies. Ça bouge beaucoup. Donc oui, il y a beaucoup d'espoir. Là, cette étude, c'était sur un vaccin, sur toutes les petites molécules qui favorisent la fabrication des défenses immunitaires. Et donc, pour l'instant, c'est chez la souris. Il n'y a pas encore d'essai chez l'homme. Mais pourquoi pas dans les années à venir Vous avez parlé tout à l'heure du beau temps. Et on a Claudine qui nous dit, est-ce que la pluie aide vraiment à faire disparaître le pollen ? Alors, ça ne fait pas disparaître le pollen, ça dépose le pollen sur le sol, en fait, et donc il n'est plus dans nos voies respiratoires. Donc oui, les personnes allergiques sont plutôt contentes quand il pleut. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que quand on est très allergique au pollen, on est plus à risque pour d'autres allergies ? Alimentaires ou à certains venins Effectivement, il va y avoir des allergies croisées avec certains pollens. Alors, la carte que vous avez montrée, c'est la carte des pollens de bouleau. Donc, on est allergique contre une protéine du pollen de bouleau. Il se trouve que cette protéine, elle existe quasiment semblable dans certains fruits, et notamment les fruits, les pommes, les poires, les pêches, les abricots. Et donc, comme on a fabriqué des défenses contre cette protéine, quand on va manger ces fruits-là, on va avoir des symptômes essentiellement, en général, dans la bouche, ça va gratter, ça va gonfler un petit peu, ça va être désagréable. Et ça peut donc arriver, même si on a mangé toute notre vie des pommes, des poires, etc., du jour où on devient allergique au bouleau, on peut développer ces gènes-là. Complètement, et ça peut être très invalidant. On a reçu plein de questions très pratiques à propos de l'aération du logement, du fait de se laver les cheveux, de changer ses draps, des filtres à air à la maison. Eh bien, on y répond dans un instant, mais avant ça, un reportage, puisque lorsque les symptômes sont très gênants, l'allergologue peut proposer, vous savez, une désensibilisation, un traitement qui a eu d'excellents résultats
chez Nicolas. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Khadija Darezig, Léo Ben-Simon et Olivier Leplan. Se promener dans un parc, profiter du beau temps. Pendant longtemps, une épreuve pour Nicolas. À l'âge de 10 ans, il découvre qu'il est allergique au bouleau et aux graminées. Alors des arbres comme celui-ci, il s'en méfie. Ce genre de bourgeon, quand ça fleurit, ça fait des petites graines et après avec le vent ça s'envole et ça fait un nuage jaune qu'on peut voir autour de l'arbre. Et ce genre de nuage, dès que j'en respire un petit peu, j'ai une crise. Donc c'est vraiment pour moi plus un nuage noir qu'un nuage jaune, mais on apprend à vivre avec. Saule pleureur, sapin ou même pelouse, tout ici était susceptible de déclencher chez lui d'impressionnantes crises. J'avais les yeux qui pleuraient, les yeux rouges, vraiment qui me frottaient fort, le nez qui coule et en même temps parfois bouché et la gorge prise, des sifflements comme un asthmatique. Donc j'étais vraiment bloqué, handicapé et je chopais mes antihistaminiques régulièrement puisque sinon on ne sort plus et comme en 3 mois, pendant la belle saison, ce serait dommage. Des antihistaminiques pour soulager les symptômes allergiques, Nicolas en a pris pendant une quinzaine d'années, notamment ceux proposés à la vente libre. Sans ordonnance, on peut délivrer jusqu'à 7 jours d'antihistaminique et on a également, pour accompagner la prise du comprimé, la possibilité de conseiller aux patients de prendre de l'eau de mer qui permettra de bien nettoyer les fosses nasales. Je prenais donc de la loratadine avec des gouttes pour le nez pour me rincer le nez que je prenais tous les matins et tous les soirs. Et au bout d'un moment, la loratadine ne faisait plus l'effet, donc j'ai dû changer de molécule. Je devais en changer tous les 2-3 ans parce que le corps s'habitue, malheureusement. C'était assez contraignant, oui, parce qu'il fallait recommencer un traitement et s'attendre des effets secondaires comme de la fatigue, voire de la somnolence. Et donc c'était parfois contraignant, en effet, le temps que le corps s'habitue, oui. Pour éviter de changer régulièrement de traitement, Nicolas a consulté une allergologue au printemps dernier. Elle lui a prescrit une désensibilisation. Installez-vous. Qui consiste à s'exposer à l'allergène pendant une longue période pour habituer le système immunitaire. J'ai fait la première année l'an dernier, je n'ai eu aucune crise, donc tout va bien. Donc Vous n'avez eu aucune crise? Aucune, ouais. Écoutez, c'est formidable. Dans ce cas-là, il faut continuer. Il faut faire 3 ans de traitement. Dans le cas d'une allergie aux graminées et au bouleau, le traitement peut prendre 2 formes. Alors, en désensibilisation, vous avez soit des gouttes qu'il faut laisser 2 minutes sous la langue avant d'avaler, ou alors vous avez des comprimés de désensibilisation qui se prennent 1 minute sous la langue. La différence, c'est que là, il faut les garder au frais, il faut les commander au laboratoire, et ceux-là, c'est 1 seule minute, et on les achète en pharmacie, il n'y a pas besoin de les garder au frais, donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Les modifications du système immunitaire, on les observe après 6 semaines de prise du traitement, et c'est efficace au bout de quelques mois. Donc quand on s'y prend suffisamment en amont de la saison pollinique, à ce moment-là, on observe une efficacité la première année. Mais attention, pour que le traitement soit bien efficace, il faut le commencer en amont de la saison des pollens et le poursuivre en moyenne pendant 3 ans. Avec ces précautions, les résultats peuvent durer toute la vie. Désensibilisation, c'est vrai que c'est porteur d'espoir. On peut la faire à quelle période? Là, est-ce que lorsque c'est le printemps et qu'il y a les pollens? Alors là, c'est un peu tard pour démarrer. On démarre avant la saison pollinique, en général 4 mois avant la saison pollinique. Et puis on fait pendant toute la durée de la saison pollinique. Mais ça doit durer pendant 3 ou 4 ans comme ça. 3 ou 4 ans comme ça, et on peut désensibiliser à tous les allergènes. Si on est multi-allergique, on en choisit un auquel on est. Enfin, comment on choisit? En fait, on voit. Des fois, on est sensibilisé, mais on n'a pas forcément de symptômes avec certains allergènes. Donc, en fonction de. Que le test est positif, oui, mais que finalement. Mais qu'on tolère bien et que ça ne se déclenche pas. Donc, on voit quels sont les gènes des patients et on essaye de cibler sur les allergènes qui sont les plus pertinents. C'est remboursé, cette désensibilisation? Oui, c'est remboursé. C'est moins bien remboursé pour les comprimés parce que c'est plus récent, mais c'est remboursé. Oui, et on peut la faire à tout âge. Souvent, on se dit désensibilisation, c'est pour les jeunes. Mais si j'ai 50 ans, que je suis très gêné, je peux encore faire une désensibilisation? On peut le faire, oui, c'est plus efficace chez les plus jeunes, mais on peut le faire à tout âge, il n'y a pas de souci. Arlette nous demande si aérer son logement, c'est une bonne ou mauvaise idée en période d'allergie. Alors, c'est toujours une bonne idée d'aérer son logement parce que l'air intérieur est assez pollué. Après, il faut le faire aux bons horaires, donc avant qu'il y ait trop de pollen dans l'air, donc tôt le matin ou tard le soir. Faut-il se laver les cheveux tous les jours en période de pollen? Alors, effectivement, les pollens, ils peuvent se retrouver dans les cheveux. Après, on va en mettre sur l'oreiller, donc c'est une bonne idée de se laver les cheveux tous les jours. Je ne sais pas, mais oui, c'est une bonne idée de se laver les cheveux. Plutôt le soir, parce que Christine nous demande si prendre la douche le soir peut suffire à enlever le pollen. Si on se lave les cheveux, oui, oui. Est-ce que les allergiques peuvent faire du sport en ce moment ou il faut adapter un petit peu les horaires également?
Alors, il faut adapter les horaires. Si on est très gêné, c'est pas une bonne idée d'aller faire un sport intense où les allergènes vont vraiment pénétrer à fond dans les bronches. Mais oui, il faut adapter les horaires de sport. Donc tôt le matin, tard le soir. Ouais, exactement. Ouais. Avec un combo en plus de la pollution, si on rajoute le pollen plus la pollution, est-ce que c'est un effet... Alors ça fait un cocktail explosif. Hein. L'agressivité du pollen est plus importante quand c'est combiné à la pollution. Du coup, il pénètre plus au niveau des bronches et ça fait des réactions qui sont plus sévères. Donc prudence à ceux qui courent notamment en ville. On voit des complètement. runners, des joggers. C'est bien de courir évidemment, mais attention. Oui, il faut adapter un peu son activité. Claire nous demande s'il est utile de changer souvent ses draps. Alors pour des manières d'hygiène, oui, d'une façon générale, mais est-ce qu'en cas d'allergie au pollen, il faut changer ses draps? Alors je dirais plus que... Peut-être l'effet d'oreiller? Non, même pas. C'est bien de changer, de ne pas faire sécher ses draps dehors déjà, pour pas qu'ils soient gorgés de pollen et qu'on dorme dans un lit qui est plein de pollen. Après, les mesures d'hygiène habituelles. Quoi. Mais pas plus pour les personnes qui sont allergiques. On demande si les filtres à air sont vraiment utiles à la maison. C'est vrai qu'en plus, on a des machines qui vont purifier l'air, les purificateurs d'air. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça peut être utile, mais c'est des produits qui sont assez chers. Donc après, c'est pas révolutionnaire non plus. Nathalie nous demande, est-ce que son chien peut ramener du pollen à la maison? C'est vrai que si on a un chien et qu'on va en balade... Comme nous, dans les poils, il peut avoir du pollen. Oui, à la douche, le chien aussi? Pas dans le lit, le chien en tout cas. Oui, c'est important de le dire. C'est important. Notamment, c'est des enfants qui sont allergiques. Oui, complètement. Angélique nous dit, elle travaille dans un bureau climatisé. Quel impact la clim a sur les allergies? Est-ce que ça empire ou pas les allergies? Non, je dirais peut-être qu'il y a un effet irritant de la climatisation et donc du coup, quand on a une inflammation et qu'on rajoute quelque chose qui irrite, ça va majorer les symptômes, mais pas plus que ça. Quand on prend un traitement, on donne des anti-allergiques et dans le reportage, on a vu Nicolas nous dire au bout d'un moment, mon corps s'est habitué. Est-ce qu'on s'habitue aux anti-allergiques? Est-ce qu'on peut les prendre saison après saison? On peut les prendre saison après saison. C'est des réflexions qu'on entend souvent de la part des patients, mais il n'y a pas d'études qui montrent qu'on s'habitue à un antihistaminique. Après, on peut tout à fait changer. Il y en a plusieurs sur le marché, donc il n'y a aucun problème pour changer. On a reçu énormément de questions. Il nous reste 1 minute d'émission. Michel, les sprays pour le nez sont-ils dangereux sur le long terme? Non, je pense que ce qui fait peur à Michel, c'est parce que c'est des corticoïdes, mais c'est des corticoïdes en toute petite quantité qui vont agir directement là où on veut, avec très peu de passage sanguin. Donc non, il n'y a pas de risque sur du long terme. On a Isa qui nous dit « J'ai tous les symptômes, mais j'ai rendez-vous chez l'allergologue dans 1 an ». Ouais, je suis la première, désolée pour lui. Effectivement, on est très très peu d'allergologues et voilà, on va tout faire pour essayer de le voir. Mais en fin d'émission, on mettra votre numéro de téléphone pour que les téléspectateurs puissent prendre rendez-vous. On nous demande si le réchauffement climatique aggrave les allergies au pollen. Ça va pouvoir changer la durée de la saison pollinique qui peut être plus précoce et plus longue du coup pour certains pollens. Vous l'avez dit, le délai de consultation est très long, mais à partir de quand on doit aller consulter un allergologue? Je pense que c'est déjà bien d'aller voir son médecin généraliste dans un premier temps. Et puis quand les symptômes commencent à avoir vraiment un gros retentissement sur la qualité de vie malgré les traitements prescrits par le médecin généraliste, là ça vaut le coup d'aller voir l'allergologue. En 2 mots, est-ce que les plantes d'intérieur, c'est pas terrible pour les allergies? Est-ce que ça peut aggraver les choses? Certaines plantes peuvent aggraver les choses, oui. Allez, dernière, Raymond nous demande si les allergies sont héréditaires. Alors, il y a une partie héréditaire, le fait de fabriquer des anticorps de l'allergie, ça c'est héréditaire, mais la grosse partie de l'augmentation, c'est dû à notre mode de vie, à la pollution. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et celles des téléspectateurs. Rine, merci beaucoup. Sylvie, Violette, c'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Tout à fait. Je vous en prie. Plaisir, merci. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions autour de l'épilepsie. Et notez dès à présent que vendredi, nous ferons une émission spéciale enfants avec des enfants d'une école primaire qui vont venir présenter l'émission avec nous. Vous voyez sur cette image, ils sont déjà venus sur le plateau, ils sont chauds, ils sont bouillants, puisqu'ils vont aller au tableau expliquer des infographies. Ils vont poser des questions aux spécialistes à propos de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil et des écrans. C'est vendredi. Dans l'intervalle, on se retrouve demain. Salut!